Bonjour, je me trouve aujourd'hui avec Christelle Néant, qui est au Donbass. Bonjour. Bonjour Michel. Et avant de commencer la discussion avec elle, je vais me permettre de faire une petite dédicace à la mémoire de Madame Madeleine Albright, qui vient de mourir. Et d'habitude, on ne dit pas du mal des gens qui viennent de mourir. On va faire un peu une exception quand même. Vous savez que dans le livre USA, les 100 pires citations, j'ai choisi de donner la parole aux dirigeants des États-Unis pour qu'ils montrent eux-mêmes ce qu'ils font. Et dans le livre, là, hashtag 51, Madeleine Albright déclare, ouais, j'essaie de le montrer bien, voilà. Madeleine Albright dit, le journaliste de la CBS l'interroge, 500 000 enfants sont morts à cause des sanctions qui privaient l'Irak de nourriture, de médicaments et de matériel médical. Est-ce que cela en valait la peine? Madeleine Albright répond, après réflexion, je pense que c'est un choix très difficile, mais nous pensons que cela en valait la peine. Ceci vous donne une idée. Est-ce que les États-Unis se soucient des peuples qu'ils prétendent défendre, ou est-ce que ce sont des pions? Et je crois que ça éclaire aussi leur bonne volonté envers le peuple ukrainien, afin de voir de quoi ils sont capables. En fait, vous êtes Christelle Néant au Donbass depuis 2014-2015. 2016. Donc 2016. Dans quelques jours, ça fera 6 ans jour pour jour que je suis arrivé à Donetsk. Voilà. Et je vous donne la parole parce que vous animez un site que je recommande. J'ai mis ici la une. Donbass Insider, nouvelle et analyse du Donbass, dans laquelle vous publiez des vidéos, des articles très régulièrement. Si il faut résumer, qu'est-ce que vous avez vu au Donbass? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, je suis venu en fait pour couvrir le conflit, montrer l'autre partie au conflit, puisque la plupart des médias occidentaux ne donnent la parole qu'à la partie ukrainienne, de manière très déformée à la partie du Donbass. J'ai en 6 ans parcouru la plus grosse partie de la ligne de front dans la République populaire de Donetsk, où je vis. J'ai vu aussi toute la vie à l'arrière du front. Donc j'ai pu voir le contraste entre les gens qui étaient toujours régulièrement sous les bombardements de l'armée ukrainienne sur la ligne de front et les gens qui avaient retrouvé un semblant de vie normale. Je dis bien semblant puisqu'on a toujours eu le couvre-feu et puis beaucoup d'hommes qui étaient membres de la milice populaire, donc forcément la guerre a toujours gardé une influence sur la vie économique du pays. Pour les gens qui ne connaissent pas la situation, la guerre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait? Que faisait le gouvernement de Kiev par rapport à ces régions qui sont à l'est et au sud de l'Ukraine? Que faisait le gouvernement et l'armée? L'armée ukrainienne continuait de bombarder régulièrement, tant la République populaire de Donetsk que la République populaire de Lugansk, et ce malgré la signature des accords de Minsk, donc accord de Minsk 1 en 2014, accord de Minsk 2 début 2015 après la défaite de l'armée ukrainienne à Debaltsevo, malgré un nouveau cessez-le-feu renforcé qui avait été signé en 2020, juillet 2020. En réalité, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté plus de quelques jours. Généralement, au bout d'une semaine ou deux, ça reprenait comme en 14. Au niveau économique, l'Ukraine avait imposé un blocus économique aux deux républiques populaires, donc pas d'accès au système bancaire, ils avaient coupé le paiement des retraites, des allocations familiales, des allocations pour les personnes handicapées. La République populaire de Lugansk subissait régulièrement des coupures d'eau, puisque l'eau qu'elle recevait passait par le côté ukrainien, et donc régulièrement ils fermaient le robinet, et donc la République populaire de Lugansk avait de très très gros problèmes d'approvisionnement en eau. De notre côté, les tuyaux
passe par la ligne de front, donc ils n'ont jamais totalement coupé, mais ils ont bombardé régulièrement des stations de pompage. L'armée ukrainienne a bombardé aussi régulièrement la station d'épuration qui est située près de Yassinovataya. Ils ont tiré sur les bus qui amenaient le personnel, donc il y a eu des victimes parmi le personnel de la station d'épuration, ce qui fait qu'on a eu des périodes où les approvisionnements en eau ont été soit fortement réduits, soit diminués, soit vraiment coupés, ou alors l'eau n'était vraiment pas potable, donc les gens devaient racheter de l'eau en bouteille pour boire ou même pour cuisiner. Donc ça fait partie des choses et puis régulièrement des bombardements de l'armée ukrainienne sur des infrastructures civiles, lignes électriques, transformateurs, ce genre, hôpitaux, écoles, ce genre de choses étaient malheureusement monnaie courante. Donc malgré, je le disais, les accords qui ont été signés en 2015. Et donc il y avait des victimes civiles? Ah oui, régulièrement. Je veux dire, on avait régulièrement des victimes civiles. Le décompte ne s'est pas arrêté en 2014-2015. Il y a eu de nouvelles victimes chaque année, y compris des enfants qui ont été blessés ou qui ont été tués. Et là, depuis la reprise du conflit, parce qu'en fait, la reprise du conflit, elle a réellement commencé en fait le 17 février et pas du tout le 24, quand la Russie est intervenue. Le 17, en fait, l'Ukraine a intensifié violemment ses bombardements. Donc le 24 février, c'est le moment où l'armée russe intervient. Et ça. vous dites que la guerre, en fait, était déjà assez forte plusieurs jours avant. Ouais, une semaine avant, en fait, l'armée ukrainienne a recommencé. Enfin, on a vraiment vu, on avait jusque-là quelques bombardements par jour, et puis d'un seul coup, on s'est retrouvé avec genre un millier de munitions tirées sur les deux républiques populaires en une journée, et après on est passé à 1000 munitions par république. Donc on a eu vraiment une hausse, c'était même plus exponentiel, c'était vraiment monstrueux. Oui, je montre un graphique d'ailleurs qui vient de votre site, qui montre l'évolution des violations du cessez-le-feu, un peu le 17 plus le 18, et puis ça explose le 19 et le 20. En fait, certains commentateurs disent que les États-Unis voulaient que la Russie intervienne et que donc ils ont poussé les forces ukrainiennes à provoquer pour susciter une réaction. Oui, je pense que c'était clairement le but. Hein. Le but, c'était de pousser la Russie à l'intervention. Je veux dire, les États-Unis ne se cachaient pas qu'ils avaient entre autres Nord Stream 2 dans le collimateur. Et quoi de mieux pour justifier le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, oui. Ouais, donc c'était le casus belli parfait pour obliger la Russie à intervenir et donc à provoquer ensuite les sanctions contre Nord Stream 2, ce qui permet aux États-Unis de refourguer leur gaz de schiste en mode liquéfié, qui coûte plus cher, qui est vraiment beaucoup plus sale à produire et qui en plus en termes d'approvisionnement va être beaucoup plus difficile. De pallier à des manques immédiats. Je veux dire, quand ça passe par un gazoduc, en 24 heures, la Russie, elle peut injecter beaucoup plus de gaz pour faire face à une grosse vague de froid brutale ou quelque chose. Et donc, ça, à un moment où les ménages en France, en Belgique, partout, sont en train de payer de plus en plus cher pour leur gaz et l'électricité. Donc, ça pose de grands problèmes par rapport à la pauvreté. Alors, justement, le 21 février, vous avez alerté sur votre site 3 civils tués, 3 autres blessés, 2 écoles endommagées par les bombardements. Donc, on était vraiment dans... La guerre a démarré côté ukrainien, en fait. C'est ça. Donc, ils ont commencé par une intensification violente des bombardements. Donc, très très vite, les autorités de l'RPD et de l'RPL ont lancé l'évacuation des civils. On s'y était préparé parce que ça faisait déjà des mois qu'on alertait. Si on remonte sur mon site, on peut voir que j'alertais sur l'accumulation d'équipements militaires, d'unités, d'arrivée de mercenaires, de groupes, de bataillons néo-nazis ou ultranationalistes ukrainiens sur la ligne de front. Et ça, pour nous, c'était déjà la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, on a vu vraiment une préparation
progressive des forces armées ukrainiennes au sens large, et on a compris que voilà, ils voulaient relancer l'offensive. Et puis quand on a vu l'Occident qui a envoyé des dizaines de milliers de lance-roquettes Javelin, de lance-roquettes Enlo, de toute une, enfin, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armes qui sont arrivées en quelques semaines à peine en Ukraine, on a compris que c'était pas à but défensif. Je veux dire, faut arrêter ces bêtises. On a compris qu'ils se préparaient pour une offensive. Donc, on avait préparé un plan d'évacuation et dès qu'on a vu qu'effectivement, bon, c'était bien reparti comme en 2014, on a immédiatement lancé l'évacuation des civils vers la Russie. Mesure qui a été justifiée quand on voit que malgré l'intervention de l'armée russe, l'armée ukrainienne continue ses bombardements ici contre les zones civiles pendant qu'elle est en train de se faire encercler par l'armée russe. Donc, enfin, c'est assez hallucinant. Et donc, on a lancé l'évacuation. Puis, dans le week-end, la Russie a reconnu officiellement les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, chose qu'elle n'avait pas fait jusqu'ici. Ça faisait longtemps que les autorités locales le demandaient, mais que Poutine n'avait pas accepté, en fait. Parce que tout simplement, ça signifiait la fin des accords de Minsk. Je veux dire, et la Russie ne voulait pas être tenue responsable de la mise à mort de ces accords qu'elle avait poussés. Ça veut dire que les méchants, en fait, voulaient négocier et les gentils ne voulaient pas? Oui, c'est ça, quoi. La Russie a tenu à négocier jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que dans la nuit du 22 au 23 février, ils ont encore lancé des appels à négocier, entre autres avec Washington, et qu'ils ont eu une fin de non-recevoir. Donc, quand au bout de 7 ans de négociations totalement inutiles, vous voyez que l'adversaire commence à relancer des plans d'offensive, il y a un moment où la négociation ça va, mais quand l'autre veut pas écouter, à un moment faut taper, quoi, malheureusement. Alors, à propos de toutes les souffrances que vous avez constatées là-bas pendant des années, puisque vous y vivez, est-ce que c'est passé dans les médias français? Très peu. Très peu. Vraiment, les médias occidentaux, les rares fois où ils sont venus depuis 2016, ça a été pour, en gros, rapporter que les jeunes, ils sont malheureux parce que à cause du couvre-feu, ils peuvent pas aller en boîte de nuit, enfin ce genre de choses, quoi. Franchement, j'ai vu très peu de journalistes occidentaux. Il y avait eu un groupe d'Italiens, par exemple, qui était venu à Spartak, qui avait été voir les gens qui vivaient dans les caves, dans les caves. Hein. Il y a des gens qui vivent dans les caves depuis pas quelques jours, pas quelques semaines, mais 8 ans. 8 ans dans des caves. Dans des caves, c'est-à-dire parce que leurs appartements ou leurs maisons sont totalement détruits et que ils refusent de partir. Ça doit laisser des conséquences terribles sur les gens et je pense particulièrement aux enfants. Ça doit être. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, les enfants qui vivent sur la ligne de front, pour beaucoup, ils ont des traumatismes psychologiques. Beaucoup ont un visage très dur, un regard très dur. Même des très jeunes enfants. Il y a des enfants ici qui n'ont connu que ça. Qui ont d'ailleurs entre guillemets une porte-parole qui est la jeune auteure de Lugansk, Faina Savenkova, dont je traduis les textes en français. Elle a 13 ans, donc elle avait 5 ans quand la guerre a commencé. Donc elle se souvient pas franchement de sa vie avant la guerre, et donc tout ce dont elle se souvient, c'est 8 ans, les 8 ans de guerre en République populaire de Lugansk. Donc c'est des choses qui marquent, qui les font mûrir malheureusement beaucoup trop vite. Et oui, on voit moi j'ai vu une gamine à Trudovski qui refusait de lâcher sa mère parce qu'au début de la guerre, un sniper ukrainien avait joué avec elle. Et quand je dis jouer, c'est-à-dire qu'il a tiré autour de la gamine pendant 30 minutes. Il a empêché sa mère de venir lui porter secours. La petite est en train de jouer dans le jardin, dans le bac à sable, et il a tiré comme ça autour d'elle pendant 30 minutes jusqu'à ce que la petite soit dans une crise d'hystérie absolument incalculable. Et cette petite, elle avait 1 an et demi, quoi. Et moi, je l'ai vue 2 ans après, et la petite, elle était accrochée à sa mère et elle la lâchait plus, c'est-à-dire arriver à lui faire décrocher la main ou les vêtements de sa mère, c'était quasiment impossible, et la petite était sous médicaments, quoi. Voilà.
Et les autorités françaises n'ont pas réagi devant... C'était des crimes de guerre, ça quand même, il n'y avait pas de doute. Non, il n'y a eu aucune réaction, à rien. Je parlais de Faïna, par exemple, elle a écrit au président Macron, entre autres pour signaler que ces données personnelles avaient été publiées sur le site néo-nazi ukrainien Mirotvorets. Donc ils ont publié des données personnelles d'enfants pour les mettre en danger. Hein, donc ces enfants reçoivent des menaces. Je veux dire, la réponse, alors, il n'a même pas répondu lui-même, c'est un de ses conseillers qui a répondu, et c'était une réponse lénifiante et qui aboutissait à rien. Donc tous les pays occidentaux, et particulièrement les garants occidentaux des accords de Minsk, puisque je rappelle la France et l'Allemagne sont garants occidentaux des accords de Minsk, ont fermé les yeux sur tout ça. Il n'y a jamais eu un blâme public contre l'Ukraine pour ces crimes, alors que c'était avéré. Je veux dire, il y avait des rapports de l'ONU qui ont été faits dans les dernières années, je crois que c'était en 2020, qui montraient que 75%, enfin plus des 3/4 des victimes civiles issues de tirs ou de bombardements étaient de notre côté. C'est-à-dire que les 3/4 des victimes civiles qui se sont fait tirer dessus ou bombarder, elles avaient été par l'armée ukrainienne. On va venir à l'actualité. On parle beaucoup de Mariupol en ce moment. Et une première chose, c'est que j'ai lu dans plusieurs journaux que je parcours l'idée qu'il n'y a plus de journalistes en fait à Mariupol. Associated Press notamment a montré ici sa reporter qui montre des images, dit-elle, de la maternité bombardée. Et donc, on nous a dit il n'y a plus de journalistes à Mariupol. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai du tout. Puisque non seulement les collègues russes accompagnent l'avancée des troupes tant de la RPD que de l'armée russe, puisque Mariupol, c'est non seulement l'armée russe, mais aussi la milice populaire de la RPD qui mène actuellement l'assaut. Mais en plus, il y a un certain nombre de journalistes étrangers. Je veux dire, j'ai vu l'équipe de TF1 qui était venue à Mariupol en même temps que moi. J'ai vu des collègues italiens. J'ai vu qu'il y avait un autre journaliste français d'une autre équipe qui est venu un autre jour. Il y a des équipes d'Al Jazeera, il y a des équipes de Reuters, ils ont un correspondant local qui y est allé aussi. Donc je veux dire qu'il y a plus de journalistes. C'est pour créer la psychose. On va venir sur un point qui a été très très fort dans les médias occidentaux, la maternité de Mariupol qui aurait été bombardée par l'armée russe, et ça c'est devenu la preuve que vraiment il fallait en fait faire l'escalade dans la guerre. Je vais montrer un extrait d'un reportage que vous avez tourné il y a 2-3 jours, où vous interrogez quelqu'un qui a fui Mariupol et qui dit ce qui se passe vraiment sur la maternité. On regarde ça pendant 1 minute et puis je vous interroge là-dessus. То есть роддом, там есть подземка, то есть переход, с корпуса в корпус есть переход подземный, и он большой. Они там заседали. Курчатова, еще раз говорю, людей просто выгоняли из квартир, с квартир стреляли. Люди говорят, давайте вещи, ну какие вещи, просто выходи отсюда, матом. Люди что, спускались в подвальные помещения и там сидели. Кто выгнал людей из квартиры? Ну, батальон Азов там был. Азов был, да? Да. И в роддом тоже они стреляли от роддома? С роддома там была техника. Я сам лично видел. Проходил буквально вот позавчера, 2 дня назад меня привезли. Вот. И до этого за день я шел, там родственники на Курчатова. Я через это все шел. Там куча трупов вокруг валяется, их никто не подбирает.
Вот. Ну, конечно, гражданские, а кто еще? Военных нету. Там вот так трасса, она просто усыпана. Их понакрывали так вот, ну, хотя бы, чтобы в глаза не бросалось. Так дело в том, что не дают даже забирать. Никто никого не забирает, все так лежит. Ага. Не знаю, может снимают для Европы, может снимают для Европы. И роддом еще работал? Нет, роддом эвакуировали в центр, получается, на 1000 мелочей. Так что этот роддом, который они сказали, что Россия бомбила, больше не работал, и это была уже позиция стрельбы, позиция, да? Да. Они только выезжали, просто вот выезжают, едет микроавтобус полный военных. Они отъезжают, выбирают себе позицию, достают миномет, они отстреляли, собрались, поехали дальше. Они проехали буквально 500-600 метров, опять достают, выстреливают и едут дальше. Естественно, потом откуда-то оно летит. Да. И... Donc en fait, la maternité qui aurait été bombardée alors qu'elle était en activité, qui avait des mamans et des enfants, c'est un média mensonge ukrainien et occidental. Oui, la maternité avait été évacuée et transformée en position de tir par les combattants du régiment Azov. Même technique qu'ils ont utilisée d'ailleurs à Volnovacha, où là ils avaient utilisé l'hôpital central de la même manière. Ils avaient installé des positions de tir dans l'hôpital, de l'artillerie sur le territoire de l'hôpital, parce que c'est des hôpitaux qui sont généralement, il y a plusieurs bâtiments, donc c'est des territoires assez grands. Et ils tiraient depuis là en sachant pertinemment qu'il y aurait des tirs de réponse. Donc ce que dit Nikolai, ça confirme juste ce qu'avait dit quelqu'un d'autre qui avait donné une interview aux médias russes indépendants Lenta, quelqu'un qui avait dit le 8 mars déjà que voilà, il avait sa mère qui travaillait dans cet hôpital et qui lui avait dit que voilà, ils avaient viré tout le monde pour s'installer dans l'hôpital. D'ailleurs, les premières vidéos qui étaient sorties juste après le bombardement montraient effectivement des caisses de munitions dans les bâtiments. Donc je veux dire, il n'y a pas de doute à avoir sur le pourquoi la maternité a été bombardée, malheureusement. Un autre épisode qui a été très fort mis en avant, c'est le théâtre de Mariupol qui a été détruit. Et là, on nous a dit c'est l'armée russe qui a bombardé et il y a beaucoup de gens qui étaient réfugiés dedans. Et là, la vidéo que vous avez tournée et que je vais passer maintenant donne un autre son de cloche. À tout de suite. И вы знаете, что случилось в драмтеатре? Взорвали драмтеатр. Так что это не авиабомбы, да? Ничего не попадало. Его взорвали изнутри. Это заложили туда просто динамит или я не знаю что. И люди были еще внутри или нет? Ну, в подвале, потому что... Там прятали. Люди везде прячутся. Любая какая-то укрытие, какое-то подземное, какое-то помещение, везде люди. Un commentaire? Ah bah, je pense que ça se passe de commentaires, c'est d'ailleurs ce qu'on soupçonnait, puisque l'armée russe savait parfaitement que les gens s'étaient réfugiés dans l'énorme abri anti-bombardement qu'il y a sous le théâtre. Je veux dire, et ils savaient aussi que, certes, le régiment Azov avait installé un temps son QG dans ce théâtre, mais ils savaient qu'ils venaient de l'évacuer parce que les combats se rapprochaient de trop de cet endroit-là. Donc il y avait aucune raison pour l'armée russe d'aller bombarder cet endroit en sachant qu'il y avait des civils réfugiés en dessous. Et donc Azov l'a fait sauter pour... Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de chercher un prétexte pour provoquer une plus grande intervention militaire occidentale directe? Bien sûr. D'ailleurs, ça a eu lieu à un moment où le régiment Azov lançait des appels désespérés à obtenir un désencerclement de Mariupol. Les officiers qui sont ukrainiens qui sont sur place lançaient des appels vidéo en disant qu'il fallait absolument que l'armée ukrainienne intervienne, qu'elle brise l'encerclement de la ville, etc. Donc, je veux dire, on comprend bien qu'ils sont dans un état de désespoir tel que tout est bon pour essayer d'obtenir l'aide dont ils ont tant besoin, parce que là, ils sont fichus, clairement. Oui. On va passer encore un petit extrait de vidéo. Là, il parle des relations entre la population locale et l'armée ukrainienne. À tout de suite.
И как было отношение с ними до операции Никаких России? отношений не было вообще абсолютно. Мы их не видели. И они относились к людям очень плохо. Да? Ну, помощи никакой. Они брали, что хотели. Просто тупо захотели так вот в квартиру, выгоняли людей, мы будем здесь. Забирали машины. Машины человека останавливается автоматом, впереди стал, остановил, вышел, отдал ему техпаспорт, забрал машину, у него человек спрашивает, так что с машиной? Говорит, ну там, где у меня бензин закончится, там и заберешь. Все, и поехал дальше. Их на барабан, ну просто дети, они подходили даже к девчонкам. Вот мой брат забрал девочку ну, свою, получается, с Курчатова. Это соседний район, получается. Он ее забрал, потому что повыбивала все окна, у них очень холодно. Забрали в частный дом сюда ж к тетке. Вот. Ну и она ж рассказывала. И там привозят воду, получается, я так понял, волонтеры. То есть либо с МЧСников кто-то, либо это просто людям подвозят воду. Вот. Они идут набирать, они выходят, начинают девочек цеплять. Там сколько лет спрашивают, многих уже позабирали к себе туда в подвал. Я не знаю, что там они с ними делают. Ну, понятно всем, что они там с ними делают. То есть к людям отношение никакого. Спрашивают, да, сколько тебе лет? Она говорит, 17. Вот. И хорошо пришел там ее отчим, он ее успел забрать оттуда. Так бы они ее туда и забрали к себе, чем-нибудь заманили и все. Voilà. Il parle de viol là. Est-ce que c'est un témoignage qui est confirmé? Oui, moi j'ai eu des échos par entre autres d'anciens prisonniers, des fameuses prisons secrètes du SBU, mais aussi des bataillons néo-nazis comme Secteur Droit ou Azov, hein, parce qu'ils ont leur propre prison secrète où ils pratiquent la torture, le viol sur la plupart des prisonnières. Ça c'est quelque chose qui a été relaté, que j'ai entendu. D'anciens prisonniers m'ont dit aussi en privé que à Mariupol des filles disparaissaient, que semble-t-il elles étaient violées par ces bataillons néo-nazis et puis exécutées pour éviter de laisser des traces. Il y a eu une vidéo comme ça d'une tentative de viol sur une mineure par un soldat d'un de ces bataillons il y a déjà des années en arrière qui avait circulé. Le bataillon Tornado, ils filmaient carrément leurs scènes de torture, les scènes de viol, tout était dans leur téléphone. Ces gens-là avaient fini quand même par être arrêtés parce que ça faisait vraiment trop scandale, même en Ukraine. D'ailleurs, ces gens-là ont fait partie de ceux qui ont été libérés par Zelensky pour aller combattre l'armée russe. Ils ont libéré On a libéré les criminels. Alors, ouais. Vous avez parlé de prison privée, en quelque sorte, secrète. Estelle demande quid sur le SBU, la police politique ukrainienne. Alors ils ont une prison qui justement se trouvait dans le sous-sol de l'aéroport de Mariupol, aéroport qui est maintenant sous notre contrôle, sous contrôle de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD. Donc bon, une fois que les combats se seront éloignés de cette zone-là, on va pouvoir commencer à enquêter puisque on a des témoignages de nombreux anciens prisonniers qui étaient là-bas, dont une jeune femme qui avait été interviewée par NTV, qui avait raconté comment elle avait été torturée, violée à la chaîne pendant plusieurs jours, pour lui faire avouer le meurtre d'un colonel, je crois justement du SBU qui s'était fait assassiner. Bon, après des traitements pareils, vous avouez n'importe quoi. Donc le SBU aussi utilise ces méthodes-là. Je veux dire, il y a de très nombreux témoignages de l'utilisation de la torture par le SBU dans des prisons comme celle de l'aéroport de Mariupol. Il y en a une à Kramatorsk aussi. Donc ça aussi, il va y avoir des choses à découvrir là-bas. Mais nos gouvernants et nos médias disent qu'il faut défendre l'Ukraine parce que c'est la démocratie contre la dictature. Ouais, alors ils doivent pas avoir la même définition du mot démocratie que moi, alors je pense qu'on ne doit pas avoir le même dictionnaire. Je veux dire, Zelensky, durant son mandat, a fait encore pire que Poroshenko en matière de censure. Il a fait bloquer, mis sous sanction plusieurs chaînes télévisées d'opposition. Là, il a fait interdire 11 partis d'opposition en Ukraine. Si ça, c'est la démocratie, ouais, non, ça y ressemble pas vraiment, quoi. Là, il y a vraiment un problème de définition des mots. Alors, à propos des groupes nazis qui sont en fait le fer de lance de l'armée ukrainienne, il y avait sur votre site, il y avait une photo où on voyait des mercenaires polonais, rouges et blancs,
à côté d'un Ukrainien qui, lui, a carrément le symbole fasciste d'Azov. Est-ce qu'il y a beaucoup de mercenaires? Est-ce que c'est un peu une internationale nazie? Il y a beaucoup de mercenaires étrangers en Ukraine, je veux dire même avant l'intervention russe, depuis 2014, entre autres des Français. Il y a des néo-nazis français qui sont venus combattre dans le Donbass, entre autres au sein du régiment Azov, mais aussi de secteur droit. Mais pas seulement, je veux dire, il y a des Géorgiens, des Américains, il y a vraiment toutes les nationalités possibles et inimaginables. Il y a une véritable internationale de néo-nazis qui sont envoyés en Ukraine, s'entraînent militairement, donc reçoivent un entraînement militaire. Pour certains vont s'offrir des safaris dans le Donbass où ils se font plaisir en tirant sur des civils et peuvent après rentrer chez eux sans aucun problème, sans être inquiétés par les services secrets ou la justice de leur pays d'origine. Je soupçonne aussi des trafics d'armes. Il y a eu, il y a quelques années, une affaire en Italie où la police italienne a découvert un véritable arsenal chez des néo-nazis italiens. Et en fait, il s'est découvert que ce groupe avait des accointances avec les néo-nazis ukrainiens et que certains des membres de ce groupe italien avaient été combattre côté ukrainien dans le Donbass. Donc, très certainement, là aussi, certains membres ont dû aller chez Azov ou chez Secteur Droit pour venir tirer sur la population du Donbass. Donc, il y a des liens, il y a des réseaux de recrutement aussi. On a vu en France comme ça des membres français d'Azov recruter des néo-nazis français pour aller combattre pour l'Ukraine, et ce bien avant cette année, quoi. Alors on va revenir encore à Mariupol parce que l'attention est beaucoup centrée là-dessus maintenant. Le thème des médias occidentaux, c'est que les Russes bloquent Mariupol et empêchent les civils de sortir, et aussi qu'à cause des Russes, la vie est impossible. Je présente une brève vidéo là-dessus aussi, et puis on la commente. И азовцы дали людей уезжать из города? Никто никому ничего не давал. Мы до последней минуты не знали, что можно куда-то выехать. Мы нашли там какой-то приемник через Powerbank, мы его подценили, потому что там нужны батарейки. Хорошо, что чуть-чуть голова соображает. Мы ловили какую-либо станцию, в основном Украину мы не ловили народную, Донецкое, российское радио. И вот оттуда мы кое-какую информацию узнавали, в основном только оттуда. Да, сказали, что есть какой-то коридор на Новоазовск, и опять же мы узнаем, что начали выезжать машины, их просто отсюда постреляли, то есть Украина их сразу расстреляла. Поэтому куда-то соваться, что-то делать вообще никак. Так что у вас были информации, что азовцы стреляли людей, которые пытались уезжать из Мариуполя? Не знаю азовцы, но знаю, что Украина отстреливала. Это просто колонна отстреливала. Украинская, да, информация. Après cette vidéo, qu'est-ce que vous dites sur les couloirs humanitaires? Est-ce que c'est vraiment les Russes qui empêchent les gens de sortir? Est-ce que c'est logique aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que de toute façon ils se retrouvent seulement face aux milices nazies et aux soldats? La Russie n'empêche pas du tout, je veux dire bien au contraire. D'ailleurs, on le voit, les premiers civils qui ont pu évacuer de Mariupol ont réussi à le faire grâce à l'avancée en fait de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD. C'est-à-dire qu'une fois qu'une zone a été prise sous leur contrôle, les gens ont enfin pu évacuer avec l'aide des soldats, des forces armées russes et de la RPD. Donc vraiment, le but clairement des Russes, c'est de pouvoir évacuer les civils, parce que clairement ça gêne, ça les empêche d'avancer, parce que tout simplement les soldats ukrainiens les utilisent comme bouclier humain. Donc l'intérêt clair de la Russie, c'est de pouvoir sortir les civils. Bon, mais ça c'est tout à fait logique. Je veux dire, il suffit même à distance de raisonner. C'est pas l'intérêt des Russes d'avoir des civils dans le chemin. Donc comment ça se fait que les médias ici continuent à dire que c'est les Russes qui empêchent les gens de sortir?
Et parce qu'il faut continuer à donner l'image du méchant à la Russie, parce que s'ils expliquent que c'est les soldats russes qui aident les civils à évacuer, s'ils leur expliquent que la Russie met à disposition des autobus, que les gens sont accueillis dans des centres où on leur donne enfin à manger et à boire, alors que les soldats d'Azov n'ont rien donné aux civils dans les zones qui sont sous leur contrôle. Si vous expliquez que les Russes les aident, voilà, à pouvoir ensuite se mettre à l'abri, soit à Donetsk, soit à Rostov, ou à même pour ceux qui le veulent partir pour Zaporojié, bah forcément tout le narratif il s'effondre un peu, quoi. Hein. Il faut présenter les soldats russes comme des méchants sanguinaires. On le voit là avec les accusations massives de viol sur des Ukrainiennes par des soldats russes qui sont étayées par rien du tout, en fait. Donc c'est vraiment la diabolisation voulue de la Russie. Donc non, les Russes n'empêchent pas du tout. J'ai pu le voir donc à Biezi-Menoye, puis ensuite à Mariupol même, hein, puisque je suis allé dans la partie ouest de la ville, la partie qui venait d'être libérée par la Russie, et on avait un flot ininterrompu de voitures, de gens à pied qui fuyaient enfin la ville, et qui disaient clairement que les soldats ukrainiens ne les ont pas du tout informés qu'il y avait des couloirs humanitaires. Les rares qui ont réussi à avoir l'information l'ont eu parce qu'ils avaient un petit poste radio qui leur avait permis de capter une radio soit de l'RPD, soit de la Russie, où là ils parlaient des couloirs humanitaires, mais les gens ne savaient pas où ils devaient se rendre, etc. Donc non, c'est grâce à l'avancée russe que là maintenant il y a déjà, je crois, plus de 60 ou 70 000 personnes qui ont réussi enfin à évacuer Mariupol. Je veux dire, avant ça, c'était zéro, donc on voit bien que la Russie ne bloque pas du tout les gens, bien au contraire, vraiment pas du tout. Les gens d'ailleurs remercient la Russie. J'ai fait des interviews, voilà, les gens disent merci de nous avoir sortis de là. Ça a été le même cas à Volnovakha, où la milice populaire, où on a perdu un commandant d'une unité parce que justement ils étaient en train de couvrir l'évacuation des civils, et les soldats ukrainiens ont tiré sur eux, et donc ils ont tué le commandant de cette unité. Bien, donc pour vous, en fait, ce sont les nazis et les forces de Kiev qui veulent s'abriter derrière des civils, et c'est pour ça qu'ils veulent pas les laisser partir. Oui, c'est pour ça qu'ils installent leurs points de tir dans les écoles, dans les hôpitaux, au pied des immeubles. J'ai interviewé hier des gens qui venaient justement de fuir Mariupol, qui étaient à Volodarskoye, un village qui est non loin. Village d'ailleurs où, dans le monastère, les soldats ukrainiens avaient pris en otage 300 personnes. Et les forces russes ont réussi à libérer les 300 civils sans qu'il y ait de victimes côté civil. Donc je peux vous dire que ça a été une belle démonstration du fait que les Russes ne s'en fichent pas du tout des civils ukrainiens. Et donc des gens m'ont dit que non seulement les soldats ukrainiens installaient leur poste de tir dans les appartements, donc ils évinçaient les gens de leurs appartements, ils leur disaient vous dégagez, on s'installe là, mais en plus ils ont aussi parfois installé leurs pièces d'artillerie pour tirer près des entrées des abris anti-bombardement où se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà, on entend avec vous vraiment le contraire de ce qui est ressassé dans les médias comme Le Monde, Libération, en France Télévisions, Arte, etc. Donc, je lance un appel à tous ceux qui nous suivent. Ne vous contentez pas d'écouter ceci passivement, mais devenez à votre tour des journalistes, parce que faire l'information, c'est vraiment un droit, c'est absolument indispensable pour pouvoir prendre position, et comme on ne peut pas compter sur le système médiatique qui est aux mains de milliardaires français, qui sont d'ailleurs liés souvent à l'armement et en tout cas aux États-Unis, donc on avait vraiment besoin de vous. À la fin de l'émission, vous aurez une adresse mail à laquelle vous pourrez écrire pour vous proposer, pour nous donner des coups de main. On en a vraiment besoin parce qu'on est débordé de travail. Christelle, une petite objection là qui vient. Romain nous dit votre interlocuteur est sincère, mais les médias mainstream ont beau jeu de mettre en avant ces liens avec les séparatistes du Donbass pour discréditer son témoignage. Alors, il faut savoir que je suis journaliste totalement indépendante depuis 2018. Donc, 2016 à 2018, j'ai travaillé pour une agence
locale, ça oui. Mais depuis 2018, cette agence n'existe plus et donc je suis totalement indépendante, c'est-à-dire je suis financée par mes lecteurs. Donc j'ai pas d'intérêt plus particulier à dire une position plutôt qu'une autre. Je suis venue ici pour rapporter la vérité et c'est ce que je fais. Donc rapporter des faits. Je pense aussi que c'est ce qu'on voit sur votre site. J'encourage tout le monde à aller voir le site Donbass Insider. Et je voudrais dire par rapport aux médias mainstream que vraiment on continue à les inviter à débattre tout simplement. Si vous avez des objections au reportage que fait Christelle, très bien, ok, discutons-en, venez dans un débat public. Et je crois que tous les gens qui veulent se soucier de l'information, c'est ça qu'ils doivent proposer. Venez tout simplement débattre des faits et on verra bien. Une autre question maintenant. On nous dit dans nos médias que l'armée russe est en difficulté, que ça se passe pas comme prévu, qu'elle stagne, qu'elle aurait même perdu une ville. Sur le terrain, c'est votre impression? Pas du tout. Pas du tout. La progression à Mariupol se poursuit. Il y a 2 jours, on avait à peu près 50% de la ville qui était sous contrôle russe RPD. Là maintenant, c'est 70%. Donc vraiment, la poche est en train de se refermer. Autour de Kiev, la situation n'a pas du tout bougé, contrairement à ce que l'Ukraine a prétendu. L'armée russe tient Irpin, Boutcha, Gostomel. Ça a été rapporté et prouvé par un collègue russe qui est sur place. Donc non, l'armée russe ne recule pas du tout, bien au contraire. Ça se poursuit, et tant la milice populaire de l'RPL que celle de l'RPD continuent leur avancée aussi. Je dirais la RPL a déjà récupéré 90% de son territoire, donc ça sera bientôt terminé. Il reste plus que la grosse ville de Severodonetsk et Lysychansk et c'est terminé. La RPD c'est un peu plus lent parce qu'on a effectivement beaucoup de grosses villes, donc comme Mariupol, mais maintenant la ligne de front est en train d'avancer, entre autres vers Marinka, donc on commence tout doucement à éloigner la ligne de front de Donetsk et de Yassino-Vataya. Et les grosses batailles, ça va être Kramatorsk et Slaviansk, où là ça va être un énorme chaudron autour des 2 villes. Donc ça va être aussi une bataille assez longue, mais c'est long parce que l'armée ukrainienne se cache derrière les civils et fait tout pour faire durer les combats au maximum, mais ça n'a aucun sens. En fait, l'armée russe a déjà détruit le plus gros tant de l'armement que des stocks de munitions, les stocks de pétrole, etc., qui sont nécessaires à l'armée ukrainienne pour fonctionner. Donc ça n'est plus que de la, ça ressemble un peu à la bataille de Berlin en avril 45, quoi. Mais ici, on nous dit le contraire. On nous dit que ça a échoué, que Poutine serait fâché sur ses généraux. Et donc, est-ce que on décrit mal la stratégie des Russes? Est-ce que, par exemple, ils sont obsédés par l'idée de prendre les villes, ou est-ce qu'ils y vont plus lentement? Ils y vont plus lentement. Leur but, c'est vraiment d'épargner au maximum les vies civiles. C'est-à-dire pour ça qu'ils proposent régulièrement des couloirs humanitaires autour des différentes villes qui sont encerclées comme Kharkov. Propositions qui sont systématiquement, enfin quasi systématiquement rejetées par la partie ukrainienne, ce qui montre que les autorités ukrainiennes n'en ont strictement rien à faire de leurs civils. Donc non, le but c'est vraiment d'y aller doucement, d'éviter justement de provoquer un bain de sang. Dans les villes qui se sont rendues sans combattre comme Melitopol ou comme Kherson, la vie est en train de reprendre son cours. Les dettes des civils, enfin des citoyens ont été annulées, y compris les dettes pour les charges communales, parce que les gens payaient de tels tarifs pour l'électricité, le gaz, l'eau, que les gens avaient fini par avoir des dettes absolument monstrueuses. Donc il y a vraiment une volonté d'aider à relancer l'économie, de réparer. Volnovakha, où j'étais donc la semaine dernière, ils ont déjà lancé la réparation de l'hôpital. Donc on essaye vraiment au maximum de réparer, de remettre l'électricité, remettre le gaz, réparer les bâtiments endommagés, établir des connexions téléphoniques pour que les gens puissent avertir leurs proches que ils sont vivants, qu'ils vont bien, etc. Ça c'est aussi une chose où nous les journalistes pour l'instant on joue aussi un espèce de rôle d'assistante sociale. On filme les gens pour que peut-être leurs proches
en tombant sur la vidéo à la télé ou sur YouTube, puissent savoir que tel ou tel proche est vivant. Parfois, on appelle nous-mêmes, on nous donne les numéros de téléphone et on contacte les gens pour leur dire, voilà, votre proche, un tel ou une telle, ils sont en vie, ils ont réussi à évacuer Mariupol, tout va bien, ils attendent l'autobus pour aller à Rostov, par exemple. J'ai eu ce cas hier. Donc la situation, non, ça avance tout simplement. C'est lent parce que prendre une ville sans opter pour la stratégie du tapis de bombe, forcément ça va pas aussi vite quand vous essayez à tout prix de sauver les civils et de faire le moins de victimes possible de leur côté. Mais bon, en un mois d'opération, si on regarde où en est la Russie, c'est énorme. Enfin, je veux dire, ils occupent actuellement une partie très importante quand même du territoire ukrainien, qui n'est pas petit. Je veux dire, un grand pays. C'est un très très grand pays, donc c'est pas rien. Genre, la zone qui est actuellement sous le contrôle de l'armée russe ou des milices populaires est quand même assez important et ouais, ça se fait pas en un jour. Je veux dire, l'encerclement de Debaltsevo, le fameux chaudron de Debaltsevo en 2015, il a fallu 1 mois pour mener le chaudron à bien et ensuite nettoyer la ville. Ça a encore pris du temps. Donc et Debaltsevo était plus petite que Mariupol. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'information comme elle est organisée en Ukraine. On a sur les réseaux sociaux eu un enregistrement d'un journaliste de la télévision ukrainienne qui est traduit en sous-titrage ici et que je vais diffuser, où apparemment on se réfère aux criminels nazis. Je le passe et on discute. Я знаю, що як журналіст я маю бути об'єктивним, маю бути виваженим для того, щоб повідомляти вам інформацію з холодним серцем, але направду триматися зараз дуже важко, особливо в такий час, і раз уже нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі, я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни, і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримаюсь, раз ви вже не... Voilà, c'est quand même assez étonnant quand on nous présente Kiev comme une grande démocratie. Ce journaliste, il est toujours en poste? Ah oui, il est toujours en poste, il a même pas été viré. Il s'est juste excusé le lendemain en disant qu'il s'était en gros laissé emporter par ses émotions. Sauf que sur la même chaîne, on a eu peu après un médecin-chef militaire ukrainien qui nous a fait peu ou prou la même en disant qu'il aurait donné l'ordre à ses médecins de castrer les soldats russes prisonniers blessés qui arrivaient dans les hôpitaux militaires ukrainiens. Donc en disant que en gros les Russes n'étaient pas des humains mais des cafards et qu'il faut donc les éliminer. Voilà. C'est le truc classique de la déshumanisation. Ouais. Nos ennemis sont des animaux. Oui, c'est ça. Donc, mais ce serait bien que les médias occidentaux montrent un peu plus ce qui est dit sur les médias ukrainiens. Je pense que ça... Ah oui, mais là, s'ils faisaient ça, là, pour le coup, le soutien populaire à l'Ukraine, il ferait un gros flop, là. Là, pour le coup, déjà là, ils sont un peu embêtés par la fameuse boutique Amazon de chez Azov avec le charmant logo du régiment qui vient de la Waffen-SS Das Reich. Déjà là, ils se sont un petit peu retrouvés coincés aux entournures. On trouve un peu dans certains journaux des pages où on dit oui, Azov quand même, mais on essaye de minimiser. On dit soit qu'ils sont très peu nombreux, ils sont très minoritaires, soit que les Ukrainiens les voient comme des héros, donc voilà. Oui. Alors les Ukrainiens les voient comme des héros. Je rappelle quand même que suite au Maïdan, ils ont érigé comme héros national des gens comme Stepan Bandera,
Roman Shухevich, donc Stepan Bandera qui était en gros le chef de l'OUN qui a collaboré avec les nazis, qui a perpétré des crimes atroces, entre autres contre les Polonais, mais aussi les Juifs. Ils ont activement participé à l'Holocauste. Babi Yar, les collaborateurs ukrainiens y ont activement participé. Stepan Bandera lui-même était un antisémite. Je veux dire, quand l'Allemagne nazie a débarqué en Ukraine en 41, ils avaient fait un panégyrique d'Adolf Hitler. Enfin, je veux dire, c'était voilà, les mecs se cachaient pas du tout. Shухevich, il a été commandant du bataillon Nachtigal, qui est devenu ensuite la 201e Schutzmannschaft, qui elle aussi a commis des atrocités un peu partout. Je veux dire, et ces gens-là ont été décrétés héros nationaux de l'Ukraine après le Maïdan. Donc quand on parle effectivement du fait que les néo-nazis en Ukraine définissent la politique du pays, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires en fait. Ils ont le fait qu'ils soient violents, déterminés et prêts à commettre des crimes pour imposer leur idéologie, leur suffit à imposer cette dite idéologie en fait à l'ensemble du pays. Naïma demande, pouvez-vous nous passer des témoignages de civils? Je dirais que sur le site que j'ai montré, il y en a beaucoup. C'est même principalement ça en fait. Oui. Donc il y a ceux que moi j'ai interviewés. Je mets régulièrement aussi des liens vers des témoignages qui ont été donnés à d'autres collègues, entre autres les collègues d'Anna News, les collègues de Rossia 24, les collègues de Newsfront, parce qu'on peut pas être partout chacun. Donc on reprend aussi les uns les autres les vidéos pour montrer qu'il n'y a pas un témoignage, mais qu'il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Ça c'est, je pense, important, parce qu'effectivement une personne peut peut-être se tromper ou mentir, mais quand vous avez 3, 4, 5, 10 personnes qui vous disent la même chose, là ça commence quand même à faire un peu beaucoup. Je sais bien que côté ukrainien, donc ils expliquent ça par le fait que soi-disant ça serait des gens qu'on paye pour ça. Alors je suis désolé, j'ai pas le budget pour payer des acteurs de crise. Voilà, donc je travaille malheureusement presque toute seule, donc je veux dire, j'ai pas du tout les moyens de payer des gens pour me raconter des trucs. Donc j'essaie vraiment à chaque fois d'amener aussi d'autres témoignages, d'autres preuves de ce que je dis. Donc que les gens aillent voir les articles, vous verrez un petit peu. Oui, je recommande vraiment d'aller sur le site. Beaucoup de personnes nous demandent comment on pense que ça va évoluer. D'abord à Mariupol, vers quoi est-ce qu'on va? Mariupol, je pense que d'ici quelques jours, ça sera terminé. Parce que là, on a quand même 70% de la ville qui est sous contrôle. Donc, je pense que ça sera bientôt terminé. Le plus dur a été de les déloger, entre autres, de l'usine Azovstal, où l'URSS avait construit des abris anti-bombardement tellement bien faits que les déloger de là a été extrêmement compliqué. Il a fallu réduire l'usine en cendres. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. Je veux dire, là, la Russie a dû utiliser les fameux Buratino, c'est-à-dire les lance-grenades, thermobariques, donc qui foutent le feu, qui aspirent tout l'oxygène et qui détruisent absolument tout, parce qu'en fait, c'est quasiment des abris anti-atomiques, les trucs. Donc, enfin, je veux dire, arriver à les déloger de là, c'est extrêmement compliqué. Mais maintenant, c'est fait. Et au niveau général, nous avons ici à Bruxelles où je vis Joe Biden qui vient rencontrer les Européens, et Stoltenberg, le chef de l'OTAN, a déclaré « Nous devons nous tenir prêts à envisager tous les scénarios ». Il y a notamment des experts entre guillemets qui disent que les Russes vont peut-être employer les armes chimiques, qu'il faut être prêt. Est-ce que... C'est n'importe quoi, La Russie n'a plus d'armes chimiques. La Russie a appliqué sa signature concernant la Convention d'interdiction des armes chimiques. Elle a détruit tous ses stocks sous surveillance, supervision de l'OIAC. Donc la Russie n'a plus d'armes chimiques et n'a aucun intérêt à utiliser de l'arme chimique. Je veux dire, la Russie a des armes telles comme le calibre ou le Kinjal qu'elle a utilisé pour la première fois en Ukraine, qui lui donne un avantage stratégique tel que, enfin, elle n'a pas besoin de recourir aux armes chimiques. Je rappelle par contre que les États-Unis, eux, n'ont pas détruit leur stock d'armes chimiques. Voilà, juste petit rappel comme ça. Donc non, c'est des bêtises sans fin. Enfin, c'est les mêmes choses qu'en Syrie. C'est de l'inversion accusatoire et non, la Russie n'a aucun intérêt. D'ailleurs, une des premières choses que les troupes russes ont faites quand elles sont arrivées en Ukraine, c'était entre autres
de prendre le contrôle d'un certain nombre d'installations comme par exemple le Tchernobyl et la centrale électrique de Zaporogie qui est une centrale nucléaire. Pourquoi? Justement pour éviter une catastrophe. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je veux dire, ils s'inquiètent des fameux laboratoires biologiques en Ukraine. Chose d'ailleurs admise par Madame Victoria Nuland, qui s'inquiète du fait que les Russes pourraient mettre la main dessus. Pourquoi? Si réellement vous étudiez que Escherichia coli, la grippe et le coronavirus, qu'est-ce qui vous fait si peur? C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose il y a un bug dans la matrice, il y a un bug dans le narratif. Donc non, la Russie ne va pas du tout utiliser l'arme chimique, pas du tout. Elle est en train de gagner de manière écrasante et elle n'a pas besoin de ça. Bien. Christelle, là, il est bientôt temps de conclure. Ouais. Ça fait plusieurs années que vous êtes là-bas. J'imagine que ça doit être assez dur. Déjà hier aussi, quand on a échangé, il y a des images que nous avons choisi de ne pas montrer aujourd'hui, mais qui sont épouvantables. Comment ça se passe pour vous? Comment vous tenez le coup? C'est assez difficile. C'est assez difficile. J'en ai vu beaucoup en 6 ans, mais c'est vrai que là, durant les derniers jours, je vois vraiment un tout autre niveau. Parce que bon, je n'étais pas là en 2014, mais là, je revis quelque chose, je pense, assez similaire à ce qui s'est passé à l'époque. C'est très très dur, et personnellement de voir tous ces morts, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des images que je n'ai pas montrées, entre autres à Mariupol, des corps de civils qui sont sur le sol, parce qu'il y a personne pour les enterrer et qu'il n'y a pas d'endroit où les enterrer. Les gens peuvent pas se rendre au cimetière pour le faire, donc ça je n'ai pas montré. J'avais montré le 14 mars à Donetsk cette frappe de Tochkaou ukrainien sur le centre-ville, pour montrer que quand on dit qu'il y a des morts, etc., oui, il y a des morts civiles et en quantité importante ici depuis le début de l'escalade, donc c'est-à-dire depuis le 17 février et pas seulement depuis le 24. C'est assez difficile, donc je suis obligé à un certain moment de prendre un peu des jours de pause. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément le même rythme aussi intensif que tout le début ou qu'avant l'escalade où j'ai vraiment publié tous les jours. Parce que je m'accorde des jours de pause, parce que c'est vraiment très difficile quand vous avez des gens qui vous expliquent que ils sont restés dans une cave pendant 3 semaines, que les soldats ukrainiens ne leur donnaient ni pas d'eau, pas de nourriture, que les gens ont fui avec 3 fois rien, que leur appartement a été totalement détruit, que certains j'avais une dame à Mariupol qui disait que sa mère était morte 2 jours avant que les Russes arrivent enfin dans la zone, et que le seul moyen qu'elle avait trouvé de l'enterrer, c'était de prendre un cratère d'obus qui était devant l'immeuble, la mettre là et remettre de la terre dessus, quoi. Enfin, psychologiquement, c'est très très dur. Il y a des gens qui sont parfois en colère parce que ils ont tout perdu. Il y a des gens qui sont en larmes, il y a des gens qui nous demandent de l'aide pour contacter les proches, comme je le disais. Donc on a aussi un rôle pas seulement de journaliste, mais aussi d'assistante sociale, d'aide humanitaire, puisque je fais aussi de l'humanitaire depuis 6 ans. Donc là on fait activement de l'aide humanitaire pour les gens qui sont dans les zones récemment libérées ou les gens qui viennent de fuir Mariupol, parce que quand on a interrogé Nikolai, à la base on était parti pour une mission humanitaire et on a croisé plein de voitures de gens qui venaient juste de sortir de Mariupol, qui nous demandaient leur chemin, qui savaient pas où se rendre, qui étaient complètement perdus, et on est face à toute cette détresse qui est énorme, et c'est vrai que c'est très très dur psychologiquement de voir tout ça. Donc, mais je tiens par le fait que je sais que ce que je relaye, ce sont des faits, que je suis droite dans mes bottes, comme on dit, et que ça prendra fin, et quand ça prendra fin, on va enfin tous pouvoir retrouver une vie un peu plus normale, même si je sais que ça va être difficile, qu'il va y avoir encore beaucoup de traumatismes liés à la guerre pendant encore un bon moment, qu'il va falloir toujours être très prudent dans certaines zones parce que les Ukrainiens ont mis beaucoup de mines partout. Donc va encore y avoir malheureusement, je pense, des pertes même après la guerre à cause de ça. Donc voilà, je tiens comme ça, mais c'est vrai que pour ceux qui parfois s'inquiètent un petit peu de voir que je publie pas forcément tous les jours,
C'est parce que des fois, je m'accorde un jour pour couper un peu et reprendre un peu d'énergie pour réattaquer le lendemain. Parce que c'est très très dur, et puis physiquement, parce que voilà, là, les distances pour aller jusqu'à Mariupol, pour l'instant, on peut pas encore utiliser l'autoroute qui fait Donetsk-Mariupol de manière du début jusqu'à la fin. On doit passer par beaucoup de petites routes qui sont fortement endommagées, entre autres par les bombardements. Donc, oui, et puis les émotions. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion, mais pour beaucoup moins longtemps, je suis allé en Yougoslavie pendant les bombardements, en Libye pendant les bombardements. C'était chaque fois pour des durées beaucoup plus courtes, mais je peux témoigner qu'effectivement, c'est extrêmement lourd à porter d'encaisser tellement de souffrance, tellement d'angoisse. Et bon, la seule chose qui permet de ne pas devenir fou, c'est d'en faire quelque chose, de témoigner et d'être utile pour que ça s'arrête. Donc, en tout cas, bon, prenez soin de vous. Vous avez beaucoup de gens ici qui vous ont écouté aujourd'hui et qui sont avec vous et qui vont aller voir votre site et le diffuser, qui vont rendre votre témoignage encore plus utile. Donc, merci à vous, merci à tous. Merci à vous de m'avoir permis de venir aujourd'hui. Voilà, c'était important pour nous de vous accueillir. J'aurai lundi prochain Gabriel Galis, Guerres hybrides. Il va analyser justement la guerre comme guerre de l'information, pas seulement une guerre militaire, mais de l'information, et je crois que ça va être très très passionnant. Le 31 mars, nous aurons Saïd Bouamama sur les élections françaises, et particulièrement Macron et l'Ukraine, mais pas que. Il y aura bientôt un combattant français au Donbass, mais la date n'est pas encore fixée. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus pour l'embauche d'un journaliste, et je signale qu'on est en train d'embaucher un ou une documentaliste pour m'aider à préparer les Michel Midi et les prochains livres d'investigation. Je vous recommande de lire le livre de Robert Charvin que nous avions publié en 2015, « Faut-il détester la Russie vers une nouvelle guerre froide ?» Et j'avais analysé toute cette propagande anti-russe qui a commencé à partir de 2015, et la conclusion du bouquin était, de la quatrième de couverture, je veux dire, était « Ce livre original nous met en garde, une certaine propagande médiatique peut nous mener tout droit vers une nouvelle guerre froide, pas si froide, point d'interrogation, et effectivement, on a vu que c'est malheureusement arrivé. Donc voilà, ça veut dire que les informations et les analyses correctes peuvent aider à prévoir l'avenir et parfois essayer de l'empêcher. Je vous signale qu'il y a d'autres livres qui sont disponibles sur Investigation pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, La gauche et la guerre, Faut-il détester la Russie, USA, les 100 pires citations. Je vous donne donc rendez-vous à lundi prochain. Et je remercie Christelle d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Ouais, merci à vous. Au revoir.